Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec Mosley. Rebonjour. Rebonjour Dafresh. Bonjour tout le monde. On va parler de quoi exactement? Aujourd'hui, nous revenons sur, du moins nous parlons de ce qui a été annoncé en Conseil des ministres, avec qu'il y a eu un Conseil des ministres le 18 décembre dernier. Et lors de ce Conseil des ministres, il a été annoncé le projet de révision de la Constitution, qui a d'ailleurs été, on va dire, adopté par le Conseil des ministres. Donc, c'est pour discuter des mesures qui ont été engagées par le gouvernement en ce sens que nous avons invité ce matin M. Michel Philippe Nzé, qui est secrétaire national du Parti démocratique gabonais, parce qu'il faut le préciser, du Parti démocratique gabonais, chargé des arguments et de la riposte. D'accord, ok, M. Philippe Nzé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui allons relancer le débat avec Mosley. Alors, il y a quand même aujourd'hui que quand on a suivi ce communiqué final du Conseil des ministres et à suivre les discussions autour de ce qui a été annoncé concernant ce projet de révision, il y a la question qui vient à l'esprit, c'est celle de savoir, est-ce une avancée ou un recul démocratique? Oui, je préfère parler d'opportunité. Je vais parler de nécessité. Vous vous souviendrez qu'il y a environ 2 ans, notamment en 2018, on a eu à vivre des moments tendus au niveau institutionnel. On a frôlé à ce moment-là le blocage des institutions du fait justement d'une indisponibilité temporaire du chef de l'État. Cette disposition n'existant pas dans notre Constitution, pourtant elle y existait dans la Constitution, la première de la République gabonaise en 1961, la disposition portant sur l'indisponibilité temporaire du chef de l'État existait bien. Elle a été ensuite, je crois, retirée dans la Constitution de 1975. Alors, cette disposition n'existant pas a amené le juge constitutionnel à faire jurisprudence. Le rôle de la Cour constitutionnelle, justement, étant d'interpréter la Constitution et de réguler le fonctionnement des institutions, a dû prendre une décision qui permettait de débloquer la situation. Je ne voudrais pas m'étendre sur l'autre problème qui s'était posé lorsque l'Assemblée nationale n'a pas pu être renouvelée dans les temps. Par 2 fois, la Cour constitutionnelle avait prolongé le mandat des députés siégeants, mais à la 3e prorogation, la demande du gouvernement de proroger pour la 3e fois, le juge constitutionnel a décidé plutôt de dissoudre l'Assemblée nationale et par conséquent faire tomber le gouvernement. Ces décisions qui ont un caractère jurisprudentiel doivent être, dès que les 2 chambres du Parlement sont installées, doivent être examinées. C'est ça le processus normal, par les parlementaires, qui peuvent à ce moment-là invalider justement ces décisions et donc en prendre d'autres qui suppléeraient donc à des situations de ce genre, soit confirmer, les inscrire dans la Constitution, n'est-ce pas? Parce que la décision étant jurisprudentielle, elle doit être confirmée ou infirmée par le Parlement. C'est ce qui va être fait à travers ce projet de loi. Il y a également d'autres questions justement qui se rapportent justement à ce projet de réforme de la Constitution, mais j'insiste justement sur ce caractère jurisprudentiel. Et pour dire qu'il y avait donc nécessité, qu'à partir du moment où nous sommes revenus un peu à une certaine normalité, c'est ça qui aurait été surprenant que ces décisions ayant été prises à chaud, que normalement ensuite il faut bien que les parlementaires puissent aujourd'hui se prononcer là-dessus, qu'on ne le fasse pas. On devrait s'en étonner. Il est donc normal que les décisions qui avaient un caractère jurisprudentiel doivent être examinées sereinement par le constituant, donc par le législateur, pour voir l'opportunité de ces mesures-là, ces dispositions constitutionnelles qui suppléent donc à des lacunes de la Constitution, des lacunes qui ont été révélées lors de ces moments de crise, n'est-ce pas? Donc il y a donc, comme je le disais, une question d'opportunité, une question de nécessité. Il ressort quand même que lorsqu'on parcourt ce document, vous avez abordé la situation qui est survenue à la suite de l'affection médicale ou la maladie du chef de l'État, l'AVC qu'il a eu au mois d'octobre 2018. Mais on aborde la question de l'intérim.
de l'intérim, mais aussi en cas de vacances de pouvoir. Il se trouve que ce qui soulève, du moins, qui fait bouger le couvercle de la marmite, c'est la question du triumvirat ou de la troïka qui devrait être mise en place aujourd'hui pour assurer l'intérim du chef de l'État ou en cas de vacances ou en cas d'indisponibilité temporaire. Est-ce qu'aujourd'hui, cette disposition revêt réellement un caractère constitutionnel ou républicain? Mais attendez, à partir du moment où on aborde la question de la vacance du pouvoir, cette question est forcément constitutionnelle. Et que pour répondre à cela, libre à chacun. Est-ce que c'est constitutionnellement acceptable? À vous le parler. Mais ce sera constitutionnellement acceptable dès lors qu'elle sera approuvée par le Parlement. Ça n'est pas une innovation. Je peux vous assurer que le triumvirat existe dans d'autres constitutions, dans d'autres pays. Le triumvirat n'est pas une innovation gabonaise. Et en matière d'innovation gabonaise, cela existait déjà en 1979, je crois, dans l'ancienne constitution du temps du parti unique. Il y avait 4 personnes qui allaient assurer cette vacance. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le souci du gouvernement, c'est d'abord, avant tout, donner des gages d'impartialité et à cette fonction intérimaire. De toute manière, nous allons devoir attendre l'examen de ces textes à l'Assemblée nationale et au Sénat pour voir les détails, voir jusqu'à sont le périmètre qui sera défini justement dans les prérogatives de chacune des personnes. La loi le précisera. Mais je pense que c'est d'abord, dans le grosso modo, le gage d'une certaine convivialité, une sorte d'impartialité garantie par le fait qu'ils doivent travailler par consensus. Ces 3 personnalités devront travailler par consensus. Je pense qu'il y a un souci par là de donner beaucoup plus d'impartialité et beaucoup plus de sérénité au niveau justement de cet intérim. Mais il y a aussi que quand on essaye de suivre ce que vous dites, on se pose quand même la question de savoir quelle est l'opportunité de créer un triumvirat alors qu'on sait par expérience que le Gabon a déjà eu l'intérim, par exemple à la suite du décès d'Omar Bongo en 2009, qui s'est, selon ce qui a été retenu, c'est très bien passé avec Rose Francine Rogombe, qui était et surtout que l'intérim implique quand même aussi un certain pouvoir discrétionnaire. Un triumvirat, comment on parviendrait, même si vous indiquez qu'il y aura des précisions quand la loi sera éditée, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut clairement voir l'idée d'une marche qui pourrait conduire un intérim de façon sereine? Est-ce que le modèle actuel est défaillant? Il n'est pas défaillant, il a bien fonctionné, comme il dit. C'est ce que vous dites. Vous n'en savez rien. Je me rappelle que du temps de Mme Rose Francine Rogombe, certaines personnes estimaient qu'elle était pas à la hauteur de la tâche, qu'elle a cédé à beaucoup de pression, qu'elle a favorisé un camp. Est-ce l'institution ou la personne? Je crois que autant l'institution, c'est l'homme qui fait l'institution, de toute manière. C'est elle qui incarnait cet intérim. Ce que je crois, je pense que plutôt que de discuter autour de cette question, savoir si à 3, ce serait moins bon ou mieux qu'à une seule personne, je pense que la Constitution, il ne faut pas la considérer comme une sorte de maison en marbre immuable, inaltérable. C'est quand même, d'abord et avant tout, un corpus souple, adaptable à les situations selon les impératifs du moment. Il faudrait quand même essayer de se dire que ceux qui ont proposé cela, parce qu'il y a d'abord, je crois, une sorte de préjugé négatif à partir du moment où l'initiative vient du gouvernement. Mais pourquoi y voir du mal alors qu'en vérité, peut-être ce n'est pas le cas? Je pense qu'il faut d'abord essayer de voir comment cela va se structurer, en quoi est-ce que ça apporte pour le citoyen gabonais lambda que je suis et que nous sommes tous ici. Nous pensons que ce qui compte, c'est que ce triumvirat fonctionne et donne des gages justement de sérieux dans le travail, la mission qui sera le sien au moment où il sera appelé à suppléer par exemple
l'indisponibilité temporaire ou définitive du chef de l'État. Monsieur Lucine, certains observateurs reprochent aussi à cette mesure le fait, comme vous le disiez, elle existait déjà avant dans la Constitution et elle a été juste ramenée. Sauf qu'à l'époque où elle existait, on était à l'époque du parti unique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous dites bien qu'on doit voir la Constitution comme quelque chose d'adaptable, mais est-ce qu'elle s'adapte réellement à ce moment précis, à tous les paramètres, quand on sait qu'à l'époque, le paramètre politique n'était pas le même que celui que l'on a aujourd'hui? Oui, mais ce n'est pas une explication. Je pense que le fait que certaines dispositions du passé reviennent, mais sous une forme beaucoup plus améliorée, ne me paraît pas, à mon avis, un argument suffisant qui puisse empêcher justement qu'on fasse appel à des modèles que nous avons eus par le passé. Je pense que l'histoire institutionnelle de beaucoup de pays aujourd'hui montre que par moments, ils reviennent sur des dispositions anciennes, mais qui sont améliorées pour la circonstance. Je pense qu'il faut d'abord avoir à l'esprit que celui qui a l'initiative justement de la modification constitutionnelle, à savoir le président de la République à travers le gouvernement, les parlementaires dans une proportion bien définie, mais également le peuple, généralement agissent dans l'intérêt justement de la nation et en essayant de trouver des solutions constitutionnelles à des situations précises. Je pense que nous l'avons expérimenté par le passé, mais cela n'avait pas été mis en application parce que jamais on a connu la expérience. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire si c'était un bon ou un mauvais modèle. Je pense que nous avons expérimenté la suppléance du pouvoir dans le cadre d'une vacance du pouvoir du chef de l'État, à travers l'intérim assuré par Mme Rose Francine Logombe en 2009. Je ne pense pas que ça soit une régression, tant que nous n'avons pas expérimenté, mais je sais au moins que le souci ici, c'est d'abord garantir une sorte d'impartialité qui limite les partis pris de chacun des membres de ce triumvirat et qui permettent véritablement de les canaliser, les réduire uniquement à l'exécution de leurs tâches, c'est-à-dire mener le pays jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Monsieur Philippe, on a le président du Sénat, du moins on a le Sénat donc le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense. Vous, quand vous analysez l'entrée ou bien la nouvelle posture du ministère de la Défense, du moins la nouvelle situation du ministère de la Défense dans cette question stratégique, est-ce que ça ne pose pas problème? Vous savez, je ne suis pas à la place de l'exécutif qui a pensé justement à cette introduction du ministre de la Défense dans ce triumvirat, mais je sais au moins que dans nos pays, et par le principe de réalité, nous savons bien l'importance que revêt le ministère de la Défense nationale dans l'équilibre et la stabilité du pays, notamment dans des périodes assez sensibles qu'est par exemple comme celle de la vacance de pouvoir. Le fait que le ministre de la Défense soit associé à la décision ne me paraît pas, à mon avis, une absurdité, si on tient compte justement de cette réalité-là. Un ministre de la Défense, c'est lui qui a la haute main sur les forces armées. Mais un ministre de la Défense est nommé par un camp. Ben, il a une coloration. Mais le président du Sénat, à votre avis, il n'appartient pas à un camp? Au moins, il y a la question législative. On peut arriver à une situation où le Sénat est détenu par l'opposition ou l'Assemblée nationale. Mais évidemment, tout cela, vous savez bien que ce que vous dites là ne peut pas, qu'on appelle, résister à des arguments tout à fait simples. Le président du Sénat a une coloration politique. Aujourd'hui, il vient d'un camp. Ça peut être différent demain. Mais bien sûr que ça varie. C'est ça justement le principe. C'est que le président de l'Assemblée nationale, tout comme le président du Sénat, vont et viennent, mais selon d'un cas à un autre. Mais le ministre de la Défense peut être celui de l'opposition. A une coloration souvent de celui qui est au pouvoir. Mais à partir du moment où nous sommes tous d'accord que les uns et les autres appartiendront ou appartiennent à un camp politique, ce que vous dites là ne peut pas être un argument valable. Parce que autant le président du Sénat peut être du bord opposé au pouvoir en place, comme le président de l'Assemblée nationale peut être du camp opposé au pouvoir en place. Par conséquent, c'est tant mieux qu'ils ne soient pas du même camp politique. On n'accusera pas le triumvirat d'avoir
plutôt favoriser un camp au détriment d'un autre. À partir du moment où on aura des sensibilités différentes dans ce triumvirat, c'est même le souhait. Il est possible que dans une dizaine d'années, dans 15 ans ou dans 10 ans, qu'on soit dans cette configuration. Et donc, il ne faut pas voir ces choses-là à la lumière, justement, d'aujourd'hui. Mais monsieur Zé, à cet instant précis, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un affaiblissement du chef du chef du gouvernement? Parce que d'une certaine manière, on élève un ministre à une position hautement stratégique quand on sait qu'il appartient à un gouvernement qui est dirigé par un chef. Pourquoi on n'a pas choisi de placer à cet instant, à cet endroit, le Premier ministre? Madame, vous comprenez bien que nous sommes dans le cas d'une vacance de pouvoir qui peut être temporaire comme qui peut être également définitive. Ce sont des situations exceptionnelles où le législateur a défini les missions des uns et des autres, de tous les acteurs, qui est strictement encadré. On sait par exemple que dans la Constitution actuelle, le président du Sénat assurant la vacance de pouvoir ne peut pas démettre le gouvernement, ne peut pas dissoudre le Parlement, ne peut pas signer des accords internationaux et ne peut pas dissoudre le gouvernement. Ça veut dire que le Premier ministre et son gouvernement restent en place. Et donc, les prérogatives habituelles des uns des autres sont fortement réduites et assignées à une tâche, l'organisation des élections anticipées pour l'élection d'un nouveau président. Donc, vous comprenez bien que les attributions d'un Premier ministre ou d'un ministre de la Défense à ce moment-là, qu'elles soient altérées ou changées, mais c'est pour les besoins de la cause. Nous ne sommes pas dans une situation normale, nous sommes dans une situation exceptionnelle. On prend ce dont l'action est importante pour stabiliser le pays, tenir le pays jusqu'à l'organisation de l'élection. Le ministre de la Défense agit dans un cadre régalien et hautement stratégique à partir du moment où il est le patron des armées. Monsieur Nzé, si à ce moment, on est dans un cas exceptionnel, si à ce moment le ministre de la Défense a des velléités politiques et souhaite briguer le poste présidentiel, qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne du poste de ministre de la Défense pour se lancer en tant que candidat? Attendez, mais je ne sais pas si on parle la même chose. À partir du moment où vous n'êtes plus ministre de la Défense, vous ne faites plus partie du triumvirat. C'est votre successeur qui sera désigné parce que c'est un cas de force majeure. Et qu'il faut également à ce niveau-là que la Constitution peut-être soit modifiée pour prévoir cette situation. Tout cela sera précisé certainement lors de l'examen du projet de loi. Je pense que ce que vous dites là est une idée qui n'est pas farfelue. Le ministre de la Défense ayant des ambitions peut bien, entre-temps, démissionner, alors que le triumvirat n'étant pas composé ou ayant été déjà composé ne peut pas toucher à la composition du gouvernement. Qu'est-ce que la Constitution dit? Faut-il pourvoir au poste du ministre de la Défense, mais sur quelle base? Donc je pense que, dès lors, pour répondre simplement à la question, un ministre qui démissionne n'est plus un ministre. Il devient un candidat citoyen comme un autre qui peut, évidemment, se présenter à toutes les élections. Sous la seule condition qu'il respecte, qu'il corresponde justement aux critères. Alors, il y a aussi que durant ce Conseil des ministres, on a annoncé le fait que le président de la République aura aujourd'hui pourrait avoir la possibilité de nommer des sénateurs. Cette ambition-là, est-ce qu'elle n'est pas synonyme de régression? Parce on se retrouve encore dans des situations de parti unique où le chef de l'État avait la latitude de nommer et des députés et parfois même des maires. Est-ce que ça reste est-ce que ça concourt à on va dire, à l'environnement démocratique dans notre pays? Je sais qu'il y a là quelque chose qui peut être choquant. À partir du moment où on parle de nommer. Pourtant, on sait bien que les maires sont nommés dans certaines grandes villes. Pourtant, on sait que le Gabon, dans l'histoire, si jamais cette réforme passe, ne sera pas le seul pays, justement, dont le président pourrait nommer une proportion. Mais ça poursuivait quelle ambition aujourd'hui? Mais c'est parce que, contrairement, ce serait une régression, c'était l'Assemblée nationale, qui est la représentation directe de l'expression du peuple. Nous sommes là dans le Sénat, qui est la représentation des pouvoirs. Des locaux, des collectivités. Des pouvoirs locaux, des pouvoirs tout simplement. Le souci ici, je crois, sans me faire l'exégèse justement de l'initiateur de ce projet, mais c'est d'abord que ça donne, en Côte d'Ivoire par exemple, ça permet au président de désigner des personnalités
dont la sensibilité politique ou pas ou sociale n'est pas représentée au niveau justement de l'échiquier politique national. Pourquoi pas des militants de l'environnement, des membres des ONG, les femmes aussi, parce que vous savez, rien que par le prisme et le filtre des élections, la représentation des femmes est un peu limitée dans certaines de ces instances-là. Ça permettrait au chef de l'État de désigner des femmes pour donner une plus grande représentativité à la gente féminine. N'oublions pas que nous sommes dans cette dynamique au niveau du Gabon depuis un moment. Nous sommes très d'ailleurs en avance là-dessus. Ça permettrait au chef de l'État de désigner dans cette chambre haute des personnalités qui, par leur sensibilité, pourraient enrichir le débat, approfondir justement nos démocraties par l'introduction justement de ces différentes sensibilités. Je crois que l'idée est là. Ce serait certainement ça. Et je pense que ce n'est pas mauvais en soi. Parce que nous comprenons bien qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de bicéphalisme un peu très léger, pas du tout, pas en tout cas un bicéphalisme, parce qu'aujourd'hui l'opposition est faiblement représentée, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Je pense que le président de la République, qui n'a pas besoin justement d'avoir cette capacité de nommer, voudrait par là donner une possibilité au chef de l'État, celui qui est en place aujourd'hui, comme à son successeur ou ceux qui viendront après, la capacité d'introduire une certaine dose de sensibilité autre que politique. Je pense que c'est cela. Il ne faut pas apprécier ces choses-là sous l'angle juste de la situation contextuelle du moment. Il faut considérer qu'il y aura d'autres présidents au Gabon qui peut-être seront beaucoup plus à l'aise avec cette disposition qui leur permettrait de nommer au niveau du Sénat des personnes. À quoi vont nommer les politiques? Si les politiques, il y en a, prenons dans la configuration actuelle, est-ce que le président de la République a besoin de nommer des sénateurs alors qu'il dispose de la majorité dans les conseils départementaux, les conseils municipaux, communaux? Non, je ne crois pas. À tous les coups, il a la majorité. Mais si ces dispositions existent, ce n'est pas que seulement pour aujourd'hui. Si aujourd'hui, ça peut permettre au chef de l'État de désigner, comme je le dis, des sensibilités qui soient autres que politiques, et aussi promouvoir des femmes dans ce Sénat, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Très bien. Merci, M. Michel Felimse, qui était avec nous ce matin. Il est secrétaire national du PDG chargé de l'argument et de la riposte. Il répondait à Mosley dans l'heure de Fresh Morning. Stop Fresh Morning.